Chers amis, bonjour. Vous rappelez, la semaine dernière, dans les Passions d'un Hébreu, je vous avais parlé de la ruse de l'histoire chez Hegel et de l'ironie de l'histoire chez le Rav Kook. Eh bien, venez, entendons comment l'histoire mettait lentement en place une à une les pièces d'un immense puzzle. La formation d'une société juive américaine numériquement importante était l'une de ces pièces au XIXe siècle. L'idée sioniste, la suivante. Les événements de 1881 n'y avaient naturellement pas été étrangers. Avec les pogroms russes, la grande majorité des Juifs voyaient leur avenir dans l'assimilation sous une forme ou une autre. Après, certains commencèrent à rechercher d'autres solutions. L'axe de la réflexion se déplaça, celle-ci se fit moins optimiste, moins assurée, plus agitée, et donc plus imaginative et créatrice. Les horreurs perpétrées en Russie faisaient réfléchir. Ne serait-il pas possible de créer une communauté idéale où les Juifs ne seraient pas simplement en sûreté, pas simplement supportés, même tolérés, mais accueillis à bras ouverts, un lieu où ils seraient chez eux, où ils seraient les maîtres? Naturellement, le sionisme n'était pas nouveau. Il remontait à l'exil babylonien. Le psalmiste n'avait-il pas chanté « Près des fleuves de Babel, là nous étions assis et pleurions en nous souvenant de Sion ». Pendant plus d'un millénaire et demi, chaque génération, dans chaque communauté juive, avait connu une ou deux personnes qui rêvaient de Sion. Certains avaient réalisé ce rêve en s'y installant à Tibériade, à Safed, à Jérusalem. D'autres avaient songé à fonder de petites congrégations ou colonies. Tous, cependant, avaient été des sionistes religieux, tous à leur manière. Ils espéraient précipiter l'intervention messianique. À partir de ce milieu du XIXe siècle, des Juifs sécularisés se mirent à rêver de Sion eux aussi. Moses Hess passa du hégélianisme au socialisme, comme Marx, mais de cet internationalisme collectiviste pour lui sans âme, aussi bien dans la version théorique de Marx que dans les efforts pratiques de Lassalle en Allemagne, il s'écarta aussitôt de cela. Comme de nombreux juifs, il lui fallut arriver à l'âge mûr pour retrouver ses racines, mais alors sa redécouverte du judaïsme prit la forme du nationalisme plutôt que celle de la religion. L'État-nation, commençait-il à comprendre, était l'unité naturelle de l'évolution historique. Les Juifs éclairés qui visaient à l'assimilation totale trahissaient leur propre nature. En 1859, il s'enthousiasma de voir l'Italie, autre ancienne nation depuis longtemps fragmentée, retrouver son identité nationale. Les Juifs ne pouvaient-ils pas mettre en marche leur propre risorgimento? Hess exposa la thèse du nationalisme juif dans son célèbre ouvrage « Rome et Jérusalem ». Celui-ci éviterait les excès des maskil, c'est-à-dire des assimilationnistes, au point de perdre leur identité, comme ceux des orthodoxes qui en réalité voulaient tout ignorer du monde. Il permettrait par l'État qu'ils auraient créé, en rejetant aussi bien les superstitions du christianisme que l'orientalisme de l'islam, de donner une réalité concrète à l'identité juive et d'être ainsi une lumière politique pour les gentils, c'est-à-dire les nations. Simultanément, il permettrait aux Juifs d'opérer leur propre rédemption, non par la proposition négative de Marx, qui revenait à détruire leur fonction économique traditionnelle, mais par l'acte positif de la création d'un État idéal. Toutes ces idées sionistes, et il y en eut bien d'autres, envisageaient, sous une forme ou une autre, l'établissement d'une colonie à Jérusalem ou aux environs. Mordechai Noach, lui-même, finit par admettre que sa communauté idéale devrait s'installer plutôt au bord du Jourdain que du Niagara. Si périodiquement des Juifs étaient venus s'établir en petit nombre en Palestine, jamais ils n'y avaient fondé de véritables colonies, pas même dans le cas du rabbin Al-Kalaï. Pourtant, sans amorcer de processus de colonisation, comment une nouvelle Sion religieuse ou séculière pouvait-elle voir le jour? Et quand les Juifs pensaient à une colonisation, ils tendaient à se tourner vers la Grande-Bretagne, puissance coloniale du XIXe siècle qui allait bientôt devenir la maîtresse d'un quart de la surface du globe terrestre, et qui de plus, et non des moindres, était particulièrement réceptive à l'idéalisme juif, tout spécialement dans sa forme sioniste. Lord
Palmerston, le ministre des Affaires étrangères, au milieu de ce XIXe siècle, avait milité en faveur d'un modeste programme d'établissement juif en Palestine. Son premier ministre, Benjamin Disraeli, voyait encore plus loin. Dans un roman, Al Roy, il avait raconté l'histoire d'un homme qui cherche à rendre Jérusalem aux Juifs, le thème ayant réapparu plus développé dans l'autre célèbre ouvrage Tancred. Naturellement, on pourrait dire que Disraeli n'était qu'un sfarade romantique et fort imaginatif qui poursuivait une carrière pragmatique dans la politique anglaise. Pourtant, il était parfaitement capable de réaliser ses visions brumeuses. N'avait-il pas fait en Inde, par ailleurs, d'une compagnie commerciale un brillant empire? Sans doute gardait-il généralement par-devers lui les aspects pratiques de ses projets sionistes, mais nous en étions là. Lord Stanley, lors d'une promenade avec Disraeli, raconta « Je l'ai vu bien souvent depuis, sous l'effet d'une irritation ou d'une excitation agréable, mais c'est la seule fois qu'il me parut jamais présenter les signes d'une émotion supérieure. Disraeli revint peut-être à son idée sur son lit de mort. Selon une tradition, il se serait éteint en murmurant quelques mots en hébreu. Dans ses sympathies juives et sionistes, Disraeli ne faisait pas qu'exprimer ses origines ethniques. Il s'inscrivait aussi dans la tradition philosémite anglaise. Les écrivains, en particulier nourris de la King James Bible, s'intéressaient profondément au passé des Juifs. Ils éprouvaient souvent une vive sympathie pour leur sort dans le monde moderne. Les mélodies hébraïques de Lord Byron en furent un exemple. L'archéologue Sir Charles Warren, l'un des premiers à entreprendre des fouilles sur l'emplacement du temple de Jérusalem, pareil depuis le milieu du XIXe siècle et plus tard, publia en 1875 The Land of Promise or Turkish Guarantee, la terre promise ou la garantie turque. En grande partie grâce à l'aide britannique, le nombre des Juifs établis en Palestine avait grandi lentement, franchissant le cap des 10 000 vers 1840. Un peu à la manière d'Israéli, Warren proposait de créer une société commerciale anglaise pour coloniser la Palestine, en échange de quoi elle prendrait à sa charge une partie de la dette nationale de la Turquie, avec l'intention déclarée d'y introduire dans cette Palestine graduellement les Juifs, qui finalement occuperont et gouverneront ce pays. Et au printemps de la même année, une autre voix, beaucoup plus influente, vint se joindre à celle de Warren, dans la revue Blackwoods, qui commença à publier en feuilleton un roman de la romancière George Eliot, Daniel Deronda. L'ouvrage est oublié aujourd'hui, et même à l'époque ce fut un échec littéraire. Mais par les conséquences pratiques qu'il eut, ce roman est probablement celui qui eut le plus d'influence au XIXe siècle. Avec lui, une autre pièce du puzzle sioniste venait de trouver sa place. George Eliot s'intéressait en effet passionnément aux Juifs depuis qu'elle avait lu Joseph à l'âge de 17 ans. Elle avait été plongée dans l'étude de la Bible, puis avait traduit Spinoza. Révoltée par les plaisanteries antisémites, elle ne parvenait pas à comprendre si l'hostilité des chrétiens envers les Juifs était le fait de l'impiété ou de la stupidité. En 1866, elle fit la connaissance d'un intellectuel juif, Emmanuel Deutsch, bibliothécaire au British Museum, qui venait de publier un important article dans Quarterly Review, destiné à présenter le Talmud aux lecteurs chrétiens et à essayer de jeter un pont entre les deux religions. Il lui donna des leçons d'hébreu. En 1869, Deutsch visita la Palestine et devint un fervent sioniste. L'Orient, écrit-il, à Jérusalem, mais plus fou désir enfin réalisé. Alors que Deutsch se mourait d'un cancer, George Eliot lui rendit souvent visite et elle se laissa totalement prendre par son enthousiasme. Au début des années 1870, ayant entrepris de se documenter pour écrire un roman juif, elle se mit à lire, livre sur livre, à visiter les synagogues. Elle ressentait, écrit-elle, le besoin impérieux de traiter les Juifs avec toute la sympathie et la compréhension dont ma nature et mes connaissances me rendaient capable. Nous, les Occidentaux, élevés dans le christianisme, nous avions à l'égard des Hébreux une dette particulière, et que
nous le reconnaissions ou non, des affinités particulièrement étroites dans notre sentiment religieux ou moral. La rédaction et la publication en feuilleton du livre qui finit de paraître en 1876 furent pour elle une expérience extraordinairement émouvante, et c'est les larmes aux yeux qu'elle termina son ouvrage. Le mentor du roman, l'idéologue sioniste, est Mordechai, un savant qui se meurt lentement, comme Deutsch, un homme plongé dans la pauvreté, l'obscurité, affaibli par la maladie, conscient de vivre dans l'ombre d'une mort prochaine, mais qui mène une vie intense dans un passé et un avenir invisible. Par la bouche de Deutsch, Mordechai, George Eliot exprimait ses espoirs sionistes. Le monde gagnera avec ce que gagnera Israël, car il y aura une communauté à l'avant-garde de l'Orient qui portera en son sein la culture et les sympathies de toutes les grandes nations. Il y aura une terre où feront halte les inimitiés, un terrain neutre pour l'Orient, comme la Belgique l'est pour l'Occident. Les événements lui opposeront un amer démenti. Dès 1914 et plus encore aujourd'hui, mais de son temps, elle se faisait l'interprète d'un sentiment universel que ressentaient tous les intellectuels philosémites. La reconstruction de Sion apporterait paix et civilisation dans une région barbare. Ce sentiment appelait une figure messianique comme dans Tancrède. George Eliot en proposa une. Daniel Dironda, le héros de son roman, désigné par Mordechai. À la fin de l'histoire, Daniel épouse Mira et s'apprête à partir pour l'Orient afin de redonner une existence politique à mon peuple, refaire de lui une nation, lui donner un centre national comme les Anglais en ont un, même si eux aussi sont éparpillés sur la surface du globe. Les œuvres de George Eliot connurent un immense succès dans le monde entier, notamment parmi les intellectuels anglais et américains. Pour eux, et particulièrement pour des centaines de milliers de juifs assimilés, l'histoire de Daniel Dironda offrait pour la première fois la possibilité d'un retour à Sion. Disraeli fut l'un des rares à ne pas le lire. À quelqu'un qui l'interrogeait à ce sujet, il répondit « Quand je veux lire un roman, j'en écris un ». À New York, en tout cas, le livre enthousiasma la jeune Emma Lazarus dans son article sioniste publié dans la célèbre 11e édition de l'Encyclopædia Britannica en 1911. Lucien Wolfe écrirait que ce roman donna à l'esprit national juif le plus grand élan qu'il ait connu depuis l'apparition de Shabbatai Tzvi. Il eut une audience particulièrement large dans les milieux politiques pour la génération d'Arthur Balfour, qui rencontra George Eliot pour la première fois en 1877, l'année qui suivit la publication du livre. Il joua le rôle d'initiation à la question juive. Mais dans l'esprit de chacun naissaient les mêmes interrogations. Qui serait le vrai Daniel Dironda? D'où viendrait-il? On attendait le Messie en quelque sorte. Le véritable Daniel Dironda apparut à Paris le 5 janvier 1895 dans la cour glaciale de l'école militaire à l'occasion de la dégradation publique du capitaine Alfred Dreyfus. Le seul juif attaché à l'état-major de l'armée française, accusé, jugé, reconnu coupable sur la base de ce qu'on saura plus tard être des preuves fabriquées. Parmi les rares journalistes, vous l'avez deviné, autorisés à assister à la cérémonie, se trouvait M. Théodore Herzl. Quand Herzl sortira dans la rue, il entendra crier à mort Dreyfus, mort aux Juifs. Moins de 6 mois plus tard, Herzl achevait le brouillon du livre qui mettra en marche le sionisme moderne, Der Judenstaat, l'État juif. Shalom, shalom. À la semaine prochaine avec d'autres passions d'un Hébreu. Leitraot.